Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Monia Bouguera et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau live de l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français. Alors, comme vous venez de le voir en générique, ce soir, nous parlons du Concordat. Vous pouvez intervenir durant ce live pour interpeller nos intervenants. Vous pouvez leur poser des questions directement en commentaire en dessous de cette vidéo. Vous nous suivez sur Facebook, vous nous suivez également sur YouTube. Et donc, vous pouvez, à travers le chat, poser vos questions en direct. Nous vous avons communiqué également notre adresse mail. Donc, nous avons reçu des questions d'internautes sur Internet et nous les lirons à la fin de la présentation qui aura été faite par Najib Azergui et Adil Tian. Donc, sentez-vous à l'aise, posez toutes les questions qui vous semblent être pertinentes. Si vous avez des interrogations concernant le Concordat, tout ce que ça implique, eh bien, utilisez le chat et n'hésitez pas à poser toutes les questions. Alors, on s'est vu la semaine dernière pour un live spécial loi sur le séparatisme, la loi confortant les principes de la République. Et donc, cette loi a été passée le vendredi dernier. Depuis que cette loi est passée, effectivement, les musulmans craignent euh, que l'arsenal qui est mis à la disposition des préfets pour fermer des institutions musulmanes ne leur permette justement de fermer encore plus de structures, de mosquées ou d'associations. Nous avons suivi toutes et tous, je pense, l'actualité et nous avons suivi l'affaire de ces quelques imams qui ont été limogés limogés de leur fonction d'imam au sein de leur mosquée parce que leurs propos auraient été séparatistes, hein, j'utilise des guillemets. Voilà, donc aujourd'hui, ce que nous craignions arrive, et avant même que la loi ait été votée, des dispositions ont été prises pour mettre à l'écart des imams, empêcher des imams d'exercer leur fonction. Et donc, dans la continuité de ce premier live sur la loi séparatisme, aujourd'hui, nous allons parler donc du Concordat. Najib Azergui, je vais m'adresser à vous pour commencer. Pourriez-vous nous parler de cette implantation de l'UDMF dans le Grand Est, de ces élections, des résultats, des scores que nous avons obtenus dans cette région et précisément donc voilà dans la région de la Diltiane, la ville de Voipy et plus largement voilà la Moselle et l'Alsace. C'est une bonne transition. L'UDMF s'est dimensionné et s'est déployé ces dernières années dans plusieurs territoires, dont le Grand Est. Et ce qui est intéressant, justement, avec les différents profils de candidats qui nous accompagnent dans cette aventure-là, il y a effectivement, en fonction de certains territoires, il y a des particularités. Celle du Grand Est, effectivement, ce soir, on va parler de ce régime d'exception, ce régime un peu particulier qui est celui du Concordat, et qui concerne l'Alsace-Moselle. Adil pourra effectivement faire une explication plus détaillée, technique sur ce régime très particulier dans lequel les musulmans sont aussi une exception et ça c'est important aussi de le souligner. Et donc c'est important également au travers de tous ces exemples de montrer aussi une évidence et une certaine discrimination. Et donc il est important aussi d'avoir une autre grille de lecture et de montrer effectivement qu'il y a des paradoxes. Ces paradoxes-là sont effectivement ceux qui ne correspondent plus à ce triptyque de liberté, d'égalité et de fraternité, lorsque effectivement tout un pan de la communauté républicaine est coupé de ses droits les plus élémentaires. Il est important aussi d'avoir une analyse très poussée et en plus de ça, l'actualité récente par rapport à la construction en tout cas de la subvention accordée notamment à la mosquée de Strasbourg. Hein. Vous vous rappelez, durant l'automne, nous avons eu notamment tous les ministres qui s'étaient un peu mobilisés sur cette donation de la municipalité de Strasbourg pour cette mosquée, pour montrer effectivement que c'était de l'islam, de l'islamo-gauchisme qui était en place. Et donc sur ce terrain-là, il y a beaucoup à dire. Il faut se rappeler aussi que déjà dans les années 2000, lorsque le projet de construire une grande mosquée à Strasbourg avait commencé, il y avait tous les identitaires, dont Bruno Maigret à l'époque, qui s'étaient insurgés pour justement se mobiliser contre cette islamisation rampante. Et donc il est important aujourd'hui de pouvoir avoir un focus, un éclairage sur cette histoire-là, et de pouvoir montrer, et c'est l'exposé que va nous faire Adil, de nous montrer effectivement cet historique-là, qui remonte
à plusieurs siècles maintenant. On va parler notamment du Concordat qui avait été instauré par Napoléon. On va parler de la séparation de l'Église et de l'État et aujourd'hui de ce qui existe en tous les cas sur le terrain politique. Donc c'est un sujet qui est éminemment passionnant. Je pense que beaucoup de personnes vont découvrir ce soir des choses qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est vrai que nous, qui ne sommes pas forcément dans ce territoire-là, c'est des choses qui sont complètement inconnues. Donc il y a effectivement une façon de gérer effectivement les cultes en Alsace-Moselle qui est très particulier, qu'il faut connaître. Et puis effectivement, Monia en a parlé, ça ne concerne pas exclusivement les personnes, les habitants de l'Alsace-Moselle, parce que ça touche en réalité à tous les Français, tous les citoyens et tous les contribuables. Adil, qui a porté cette liste pendant les élections régionales dans le Grand Est, est arrivé souvent en tête dans certaines communes, voire en tête dans certains bureaux de vote. Donc c'est un très très bon indicateur, en tout cas qui présage de très bons augures pour l'actualité qui nous attend. Nous serons candidats notamment aux élections législatives du 12 et 19 juin prochain. Et donc, c'est effectivement une continuité sur la proposition que nous portons, une proposition qui est devenue maintenant, depuis quelques temps, une proposition nationale et non plus uniquement locale. Donc voilà pour ma partie. Je vais peut-être laisser Adil développer un petit peu ce sujet passionnant. Très bien. Alors, commençons par le commencement. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de Concordat, mais très peu d'entre vous certainement savent de quoi il s'agit et comment ce Concordat s'organise. Il s'agit d'un droit local spécifique à deux départements de France uniquement, donc, comme nous l'avons dit, l'Alsace et la Moselle. Adil Tian, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots, 3 départements? Je vous vois faire le chiffre 3. Qu'est-ce que le Concordat? En quelques mots, de façon assez brève, pour expliquer aux internautes. Alors, le Concordat, c'est une disposition nationale et non pas régionale. Nationale qui a été prise en 1801-1802 par le premier consul, en l'occurrence Napoléon Ier, qui a décidé de créer une entente entre les catholiques et l'État. C'est-à-dire de créer un contrat de droits et de devoirs entre les partis que sont l'Église catholique représentée par le pape et l'État français représenté par lui-même, c'est-à-dire le premier consul. Cette disposition a ensuite été, elle a été étendue aux catholiques, aux protestants, puis aux israélites, c'est-à-dire les juifs, dans les années qui ont suivi ces années, c'est-à-dire dès 1802, elle a concerné les protestants, et dès les années suivantes, elle a concerné effectivement également les Israélites. Donc cette disposition-là, elle était destinée à faire en sorte que l'Église catholique reçoive les aides dont elle avait besoin sur le plan financier et puisse être contrôlée de manière efficace par l'État français. Donc, ce n'est pas une disposition régionale au départ. C'est une disposition qui concerne absolument tout le pays, toute la France. Toute la France est concordataire en 1801-1802 et ce jusqu'en 1905. Absolument tout le territoire français. À partir de 1805, ça concerne également le territoire algérien. D'accord. C'est pour ça que vous étiez en train de me dire 3 départements? Non, en fait, les 3 départements, c'est que l'Alsace est coupée en 2 départements, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Si on ajoute la Moselle, ça fait 3 départements. Donc l'Alsace n'est pas un département, même si aujourd'hui, il y a effectivement une entente entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin pour créer la communauté européenne d'Alsace, la CEA. Mais techniquement et juridiquement, les 2 départements existent toujours. Donc ça concerne bien 3 départements et pas 2. Donc effectivement, il faut bien comprendre que cette disposition concerne tout l'État français, tout le territoire français à partir de 1802. Et tous les cultes, et je dis bien tous les cultes, ça veut dire les catholiques, les protestants et les israélites. Mais également, il y a une ouverture sur les autres cultes, qui est inclus dans ce qu'on appelle les lois organiques.
Donc ça concerne tous les cultes, ça concerne tout le territoire français. Donc jusqu'en 1870-71, ça concernait absolument tout le territoire français. Sauf qu'en 1870, il y a la guerre entre la France et la Prusse, que la France perd. C'est un clin d'œil de l'histoire, que ce soit Napoléon III qui soit le souverain de l'époque, le président de l'époque. Et effectivement, on perd l'Alsace et la Moselle. L'Alsace et la Moselle deviennent allemands à partir de 1870-71. Et ensuite, pour être très concis sur le plan chronologique, en 1905, la France sort du Concordat. Le territoire français hors Alsace-Moselle, puisque l'Alsace-Moselle est toujours sous domination allemande. Donc en 1905, la France décide de sortir du Concordat. Donc on signe la loi de 1905 qui interdit la reconnaissance et la subvention des cultes par les pouvoirs publics. Donc cette nouvelle loi est signée, donc c'est la fin du Concordat sur le territoire français. À la fin de la Première Guerre mondiale, quand l'Alsace-Moselle revient dans le giron français en 1919, tout de suite après le traité de Versailles, eh bien, la question se pose de ce qu'il convient de faire avec le système concordataire alsacien-mosellan, qui, en plus de ça, a été enrichi par des dispositions allemandes entre-temps. Donc, il n'a pas été remis en cause par les Allemands, il a même été enrichi d'un certain nombre de clauses. Et la question se pose de ce qu'on va faire avec ce système. Bien, la décision est prise dès 1919 de remettre en cause ce système et de faire entrer la France, l'Alsace-Moselle, dans les dispositions de 1905. Ce qui n'est pas du goût de la population alsacienne-mosellane, qui manifeste de manière très vive son hostilité à cette possibilité de perdre des dispositions qui font à la fois son identité, mais qui offrent des avantages certains. Donc cette hostilité-là amène le président de la République de l'époque et le gouvernement français, le Conseil d'État, à reculer, à temporiser. Et à partir de 1919-1920, on met en place un statu quo, c'est-à-dire qu'on laisse la situation en l'état en Alsace-Moselle, c'est-à-dire qu'on laisse perdurer le fameux concordat. En 1925, le 20 janvier 1925, donc la décision est prise par le Conseil d'État au travers d'une procédure juridique de haut niveau, effectivement, de redonner sa légitimité au concordat en Alsace-Moselle et de ne jamais y introduire la loi de 1905. Et c'est en vertu de cette disposition de 1925 que le concordat est resté en vigueur en Alsace-Moselle. Donc, depuis cette époque-là, on est toujours en régime concordataire en Alsace-Moselle. Alors que sur le reste du territoire français, effectivement, on a abandonné cette disposition. Donc, la loi de 1905 qui s'applique sur tout le territoire français, qui interdit de reconnaître et de subventionner les cultes, n'existe pas en Alsace-Moselle. Donc, c'est dit noir sur blanc dans la décision du Conseil d'État de janvier 1925, la loi de 1905 ne s'appliquera pas en Alsace-Moselle. Très bien, merci beaucoup. Quels avantages offre le Concordat aux Alsaciens et aux Mosellans, concrètement? Alors, je répondrai sur les avantages et les inconvénients pour être complet. Alors, les avantages, évidemment, sur le plan de la reconnaissance de l'existence pour ces cultes, c'est tout à fait remarquable cette disposition concordataire offre quand même une légitimité, une reconnaissance, un statut juridique très protecteur vis-à-vis notamment des pouvoirs publics. La possibilité, en deuxième, la possibilité de s'organiser d'une manière à peu près libre, d'accord, relativement libre. Et ça, c'est une réalité, puisque la laïcité n'ayant pas la même définition sur le territoire français qu'en Alsace-Moselle, la laïcité en Alsace-Moselle signifie on ne reconnaît aucun culte, on ne finance aucun culte. En Alsace-Moselle, elle est la vraie, écoutez bien, la vraie neutralité. Ça veut dire que en Alsace-Moselle,
À partir du moment où on est dans le cadre reconnu par le Concordat, l'État n'a pas à s'immiscer dans les affaires de l'Église catholique, des protestants ou dans les affaires des Israélites. D'accord? Donc, c'est la neutralité au vrai sens du terme pour ces cultes dits reconnus. On les appelle les cultes reconnus, c'est-à-dire ceux qui ont un traité d'entente entre eux et l'État. Donc, effectivement, par rapport à ces avantages, ils sont très nombreux. Ils peuvent s'organiser comme bon leur semble. Ils peuvent jouer un rôle social tout à fait remarquable également. On peut le voir, par exemple, tous les jours avec la sonnerie des cloches qui est répétitive en Alsace-Moselle, c'est-à-dire que pour raisons religieuses, les cloches sonnent en Alsace-Moselle, dans toutes les communes d'Alsace-Moselle, 4, 5, 6 fois par jour. Et là, je suis en train de parler uniquement des cloches pour raisons religieuses et pas comment dire, profanes, c'est-à-dire pour sonner les heures de la journée. Là, je suis vraiment en train de parler des raisons religieuses. Par exemple, la sonnerie de l'Angélus, tous les jours dans les communes d'Alsace-Moselle à 5h40 du matin. Nous n'avons pas, nous musulmans, de cadre juridique à proprement parler. Et donc, il n'est pas possible pour nous, par exemple, de faire l'appel à la prière, l'adhan, de manière explicite, c'est-à-dire de manière légale. D'accord? Puisqu'il n'y a pas de cadre juridique qui le permet. Donc, les avantages, j'en ai explicité quelques-uns au niveau de la reconnaissance, au niveau de l'organisation, au niveau de la réalité sociale, effectivement, mais on peut voir également l'existence des écoles confessionnelles. L'existence des écoles confessionnelles, même si, et paradoxalement, il existe quelques écoles confessionnelles hors du territoire d'Alsace-Moselle, des écoles confessionnelles musulmanes, mais ici en Alsace-Moselle, quasiment, je peux même dire, toutes les écoles confessionnelles d'Alsace-Moselle, notamment celles qui ont un contrat avec l'État, sont exclusivement catholiques, protestantes ou israélites, et pas du tout musulmanes. Elles reçoivent des subventions absolument colossales, dont on ne soupçonne même pas l'ampleur. Ça se chiffre en centaines de millions d'euros annuellement. Et c'est quand même quelque chose qui a, on pourra en dire ce qu'on veut, une influence extraordinaire sur la jeunesse. Puisque quand on a la possibilité de grandir et de s'éduquer dans une école confessionnelle, évidemment, le rapport à la société, le rapport à la religion n'est pas le même. Donc, évidemment, les avantages, on pourrait continuer à les décliner quasiment à l'infini sur les cultes dits reconnus. À côté de ça, on a évidemment les subventions directes aux cultes, qui pour les catholiques, les protestants et les israélites se chiffrent en tout, si on voulait tout résumer, à quelque chose comme 300 millions d'euros annuellement, dont 60 millions d'euros qui viennent exclusivement du ministère de l'Intérieur, le roi de la laïcité, paraît-il, 60 millions d'euros signés chaque année en chèque par Gérald Darmanin en destination des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Donc, c'est pas très laïque, effectivement, mais c'est la réalité dans laquelle on vit. Donc, 60 millions d'euros qui viennent du ministère de l'Intérieur chaque année et le reste étant subventionné par les collectivités territoriales, régions Grand Est, départements, conseils départementaux et communes. D'accord? Et ne parlons pas des abattements fiscaux et des avantages fiscaux dont bénéficient les cultes reconnus. À côté de ça, les cultes non reconnus, eux, ne bénéficient pas de ces largesses. Pas du tout. La question est de savoir justement pourquoi. La question justement qu'on pose, nous, c'est pourquoi. Oui, tout à fait. Vous parliez tout à l'heure d'inconvénients. Quels sont les inconvénients, du coup, d'après vous? Eh bien, le premier inconvénient, et c'est celui justement qui va être très important à éviter, c'est en 1801, quand l'entente a été faite entre le pape et Napoléon Ier, eh bien, Napoléon Ier a eu une attitude tout à fait sournoise
qui, sur bien des points, nous fait penser à notre illustre Gérald Darmanin, quoique Napoléon n'a jamais été accusé d'avoir violé la loi, comme notre cher ami, qui est encore en examen et dont on ne s'étalera pas là-dessus. Mais véritablement, il a eu une attitude très sournoise parce qu'après avoir conclu l'accord avec le pape et avoir donc mis les choses noir sur blanc, eh bien, par la suite, un ajout a été fait à l'entente de manière totalement unilatérale. C'est-à-dire sans prévenir personne, le consul a envoyé son émissaire à Rome pour aller faire signer le contrat du concordat au pape, mais lorsque le pape, effectivement, s'est rendu compte du document qu'il avait entre les mains, eh bien, il s'est rendu compte qu'il y avait un ajout non négligeable et même très, très important sous la forme d'une cinquantaine de nouveaux articles qui n'étaient pas du tout ceux qui avaient été conclus en 1801. Et donc cet ajout porte le nom de loi organique. Et si je vous résume en un mot ces lois organiques, à chacun des articles, c'est l'Église ne peut pas faire ceci sans autorisation des représentants de l'État. L'Église ne peut pas faire cela sans l'autorisation des représentants de l'État. Si vous voulez faire ceci, il vous faut l'autorisation des représentants de l'État. C'est 50 articles qui commencent tous ou qui ont tous le même état d'esprit. D'accord? Donc, ça veut dire que ces lois organiques sont un ajout totalement unilatéral destiné à mettre à mettre le grappin sur l'appareil catholique. C'est-à-dire l'objectif, c'était véritablement de menotter les catholiques et de les mettre dans une position de soumission vis-à-vis du pouvoir central. Effectivement, on a vu l'exemple, j'en ai parlé avec Fatih Sakiri, qui est le président de Méliguluge de Strasbourg, et il m'a dit, et vous reconnaîtrez un petit peu la touche napoléonienne chez Monsieur le ministre, lorsque ils sont tombés d'accord sur la charte républicaine entre les représentants des musulmans du CFCM et des CRCM dans leur discussion avec le gouvernement, eh bien, ils sont tombés d'accord sur une date de signature officielle devant les journalistes. Eh bien, lorsqu'ils se sont rendus la veille pour prendre connaissance du texte final, eh bien, ils se sont rendus compte, devinez de quoi? Que le texte ne correspondait plus du tout à ce qui avait été convenu quelques semaines auparavant. Et on leur a demandé de signer en hâte, ce que Fatih Sakiri a totalement refusé et que certaines autres fédérations ont totalement accepté. Donc, ça signifie que si les catholiques se sont fait effectivement un petit peu rouler dans la farine par les pouvoirs publics, évidemment, il conviendra de faire très attention à ne pas subir le même traitement de la part des pouvoirs publics. Et c'est justement la raison pour laquelle il est préférable que les musulmans prennent les devants et fassent eux-mêmes des propositions tout à fait déjà réalisables, et en plus de ça, des propositions qui soient justement avant-gardistes, avant même que les pouvoirs publics n'aient à légiférer ou n'aient à réglementer cette question. Voilà, donc les inconvénients, l'inconvénient principal, c'est évidemment celui des lois organiques qui ont mis l'Église catholique dans une situation de domination par rapport au pouvoir public. Très bien, merci beaucoup. Alors, si j'ai bien compris, le concordat est devenu légal en 2013 seulement. Avant cette date, avant 2013, le concordat n'était qu'une tradition, si j'ai bien compris, une sorte de commodité. Alors, puisqu'il a été légalisé, entre guillemets, en 2013, pourquoi n'avons-nous pas pu inclure d'autres cultes, le culte musulman ou le bouddhisme, par exemple? Eh bien, déjà, il faut préciser un certain nombre de choses. En 1801, l'article 45 des lois organiques dit la chose suivante. Il dit que l'Église catholique n'a aucunement le droit
de faire une cérémonie publique dans une commune où il existe d'autres cultes. Eh bien, là où il existe d'autres cultes, moi j'y vois dans cet article-là la possibilité non seulement de tenir compte des protestants, ce qui va être fait dans l'article suivant justement, et dans l'article 46, 46 et 47, et même la possibilité que plus tard il y ait d'autres cultes. Donc la possibilité qui a été introduite par Napoléon lui-même d'envisager la présence d'autres cultes à un moment donné de l'histoire est une disposition qui doit quand même interpeller les sages du Conseil d'État et qui doit leur faire dire que justement le culte musulman a une place dans ce concordat d'une manière, comment dire, d'une manière tout à fait évidente. D'où est-ce que venait Napoléon en 1801? Il était parti en campagne dans quel pays? En Égypte. En Égypte. Il y a passé plusieurs années. Il revient et ce monsieur-là nous sort le concordat. Coïncidence? Eh bien, d'éminents scientifiques, d'éminents chercheurs trouvent des points communs énormes entre d'un côté le canon musulman et les dispositions prises par Napoléon lorsqu'il est revenu ici, notamment dans son code civil. À partir de 1830, lorsque l'Algérie est colonisée, eh bien, les dispositions concordataires qui ont cours dans tout le pays s'appliquent à l'Algérie. C'est-à-dire que les catholiques, les protestants et les israélites d'Algérie reçoivent exactement le même traitement que dans le reste du territoire, à partir de 1838 pour les catholiques et 1839 pour les israélites. 38, c'est les catholiques et les protestants, et 39, c'est les israélites. Donc, ils reçoivent le même traitement. Les musulmans sont de nouveau écartés. Alors qu'on est en Algérie. Pardon? Alors qu'on est en Algérie. Il y a beaucoup de musulmans déjà en France à cette époque-là. Il y a beaucoup de musulmans en France métropolitaine et bien sûr en Algérie, il y a une majorité de musulmans, bien sûr. Oui, ceux qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale notamment et avant cette période-là, il y avait déjà des musulmans en France. Tout à fait, tout à fait. Et donc, en 1905, on prend la disposition qui met fin au concordat, c'est-à-dire la loi de 1905. Et cette loi de 1905, effectivement, c'est elle dont on nous reproche de ne pas avoir été là. Quand j'entends des gens comme François Grosdidier sortir cet argument-là, oui, mais le problème, c'est que vous n'étiez pas là en 1905. Alors, effectivement, les musulmans, soi-disant, n'étaient pas là en 1905. Je voudrais rétablir un certain nombre de réalités historiques. Déjà, une erreur philosophique. 1905 n'est pas l'introduction du concordat. 1905, c'est l'introduction de l'anti-concordat. Donc, qu'on n'ait pas été là au moment de la négation du concordat et qu'on puisse donc pas en réclamer les bénéfices du concordat, ça me semble couler de source. Heureusement qu'on n'était pas là. Et d'ailleurs, je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire avec la loi de 1905 et en tirer des bénéfices, comment dire, qui seraient similaires à ce que les catholiques ou les protestants ou les israélites ont dans le concordat. Donc, c'est une erreur philosophique, c'est une erreur intellectuelle que de dire ah ben vous n'étiez pas là en 1905. 1905 n'est pas une date de référence en matière de concordat, c'est-à-dire de concordat d'intérêt pour les musulmans. Non, effectivement. Mais une autre erreur, cette fois-ci historique. Les musulmans n'étaient pas là en 1905, mais l'Algérie n'était pas française en 1905. Je prétends que non seulement les musulmans étaient là, mais qu'en plus ils étaient majoritaires. Je prétends effectivement que c'est une erreur majeure du droit français de ne pas avoir tenu compte de cette réalité. Après avoir départementalisé l'Algérie, il était logique, il était cohérent, il était normal au sens du dépassement du droit, comme disent les juristes. Il fallait, à un moment donné, ouvrir des négociations pour envisager la possibilité de faire rentrer les musulmans dans le concordat
ou d'envisager des contrats du type concordataire avec les musulmans. Et ce, dès 1838, 1839 et a fortiori en 1905, puisque on décide que le concordat est éliminé partout, mais pas en Alsace. Je crois qu'on a perdu Adil. Adil en pleine phrase. Du coup, ouais. On va lui laisser le temps de se reconnecter. Peut-être en attendant que Adil se connecte. Peut-être juste reprendre aussi certains aspects qui ont été développés là, par Adil. Donc c'est très intéressant de connaître un peu l'historique de ce régime très particulier, et puis de montrer aussi qu'aujourd'hui, et Adil, je pense, y reviendra, c'est que effectivement, ça coûte beaucoup d'argent, on l'a vu, hein, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de se demander d'où vient cet argent-là qui finance finalement ces cultes, ces 4 cultes qui sont aujourd'hui financés en Alsace-Moselle. Donc il est important, et je pense qu'Adil le développera par la suite, c'est que finalement, nous tous les contribuables aujourd'hui, participent à ce financement-là. Et effectivement, on voit bien que le financement des cultes catholiques, protestants, israélites et réformés, juste dans ce territoire-là, ne bénéficie donc pas à l'intégralité des cultes, donc de tous les contribuables qui financent finalement ces cultes-là, d'où vraiment une vraie inégalité de traitement qui s'opère. Adil est revenu, je pense qu'il peut reprendre là où il en était. Alors, donc, effectivement, on était en train de parler de la situation des musulmans en Alsace-Moselle et dans tout le territoire français. La présence musulmane est attestée par maintes éléments historiques en France depuis suffisamment longtemps pour ne pas avoir besoin de les détailler ici. Maintenant, la question est de savoir que dit la loi en Alsace-Moselle vis-à-vis des musulmans. Eh bien, contrairement à ce qu'on peut penser, vous allez comprendre l'erreur sémantique ou juridique qui a été faite par la majorité des gens, mais c'est une erreur quelque part de bonne foi. Le concordat rend, écoutez bien, obligatoire pour les pouvoirs publics le financement du culte catholique protestant israélite. C'est-à-dire que l'État se doit, par la loi, de financer ces cultes reconnus. Eh bien, la plupart des gens qui lisent effectivement cette disposition en tirent une conclusion hâtive, font une extension arbitraire de cette disposition en en concluant que ça veut dire que les autres cultes n'y ont pas droit. Eh bien non, c'est une erreur de logique, pas du tout. La réalité, c'est que les cultes reconnus se doivent d'être financés par l'État. Mais qu'en est-il des cultes non reconnus? Eh bien, c'est le vide. Il n'y a pas d'interdiction et il n'y a pas d'obligation. Et c'est ce que vient rappeler le tribunal administratif en 2001 suite à une plainte déposée contre la subvention pour la Grande Mosquée de Strasbourg. Il vient rappeler, rien ne s'oppose au financement du culte musulman en Alsace-Moselle. Dès lors, tout le monde comprend que le culte musulman est en droit de recevoir des subventions de la part de l'État, de la part des collectivités territoriales. À partir de là, j'ai utilisé en 2004 cette jurisprudence du tribunal administratif de Strasbourg qui a permis d'obtenir pour la Grande Mosquée de Strasbourg quelque chose comme 2 millions d'euros en tout, avec le cimetière, plus la mosquée, plus un certain nombre d'autres infrastructures, 2 millions d'euros de subventions publiques. Donc, c'est des sommes qui sont très importantes, surtout en 2001. C'était une première, mais donc ça a permis d'ouvrir la porte à la possibilité de subventionner le culte. En 2004, j'utilise cette jurisprudence pour aller proposer au maire de ma commune, François Grosdidier, la possibilité de subventionner un culte musulman. Une mosquée pour les musulmans. Et donc, ne connaissant pas bien les dispositions du concordat, il commence par refuser, à me dire que c'est pas possible, que c'est interdit par la loi. Donc, je lui explique effectivement la manière de faire et que c'est tout à fait légal. Et après la vérification avec ses avocats, il a reconnu qu'effectivement, c'était tout à fait possible.
Et donc, il a enchaîné sur la question essentielle, mais c'est possible, mais pourquoi est-ce que je le ferais? Ben, je lui ai fait valoir à ce cher monsieur qu'il était député et qu'il était donc tenu, en tant que député, de faire respecter les principes constitutionnels d'égalité devant les charges publiques, d'égalité entre les citoyens, d'interdiction de discrimination sur une base de la confession. Et donc, à partir de là, nous avons commencé à travailler sur un projet qui est arrivé à terme et qui a permis d'avoir la première mosquée de France totalement financée par de l'argent public. À Voipy, 57, nous avons créé la première mosquée de France totalement financée par de l'argent public, 100%. Par la suite, on est tombé d'accord sur la vente. Et effectivement, l'association qui aujourd'hui gère la mosquée de Voipy, qui a fait un travail formidable et qui est arrivé donc à acheter ce bâtiment-là, qui est aujourd'hui la propriété des musulmans. Donc, on a un exemple grandeur nature d'introduction et de bataille juridique pour l'intérêt des musulmans qui a abouti à un résultat plus que positif, puisque nous sommes aujourd'hui propriétaires de notre mosquée. Donc, vous voyez bien que les gens qui sont des détracteurs et qui disent oui, mais on va nous menotter, l'État va nous faire ceci ou cela, ça va dépendre simplement de notre attitude à nous. Si nous, de notre côté, on est suffisamment intelligent pour prendre les devants, pour être force de proposition, pour aller nous battre bec et ongle sur chaque détail du contrat qu'on va signer, évidemment, on ne se fera pas avoir. Mais si on reste les bras ballants en attendant que les choses se passent, un jour ou l'autre, on se fera avoir. Et on est dans cette situation-là. Aujourd'hui, on est en train de virer nos imams des mosquées. On est en train de nous attaquer sur absolument tous les plans. Il y a un cadre juridique protecteur pour les catholiques, les protestants et les israélites dont nous ne jouissons pas. Dont nous ne jouissons pas. Effectivement, il va falloir commencer à changer les choses. Pour ce faire, il y a un certain nombre de propositions qu'on peut faire. On peut commencer à travailler. Avant d'aborder les propositions, j'ai juste une question en fait. Vous disiez tout à l'heure que le Concordat coûtait chaque année aux Français, aux contribuables français, 300 millions d'euros. Donc c'est énorme, c'est 8 zéros après le 300 millions d'euros. En quoi peut-on estimer que les musulmans sont lésés à deux niveaux, doublement par cette disposition, et est-ce qu'on est en mesure de chiffrer le préjudice des musulmans? Tout à fait. Alors, pour répondre à la première question, les musulmans sont effectivement lésés tout simplement parce que ces 300 millions d'euros-là viennent des impôts de tous les Français. Or, je vous rappelle qu'on a certainement quelque chose comme 10 millions de musulmans en France. Donc, si chaque musulman est lésé, vous pouvez imaginer, au niveau des impôts, non seulement ce que ça nous coûte, à nous, les millions de musulmans qui vivent en France, mais également au reste de la population française qui doit certainement s'interroger sur le pourquoi du comment un Breton aurait à payer, alors qu'il vit en territoire laïque, sous la loi de 1905, pourquoi ces impôts iraient payer les prêtres, les rabbins et les curés et les ministres du culte protestant d'Alsace-Moselle. Pour quelles raisons? Et a fortiori pour les musulmans, puisque les musulmans vivent sur ce territoire, pour beaucoup d'entre nous, on vit sur ce territoire d'Alsace-Moselle, mais nous n'avons pas droit à ces subventions-là. Donc la réalité, c'est que effectivement, le préjudice est réel, puisqu'il vient des impôts de tous les Français. Or, un principe constitutionnel consacre le principe d'égalité devant les charges publiques. On a les conseils départementaux, la région et les communes qui financent non seulement l'habitat, la construction, l'entretien des lieux de culte. Et là, vous savez bien que le foncier, le bâtiment, ça coûte des sommes astronomiques. Et là, c'est encore une fois plusieurs centaines de millions d'euros qui sont engloutis sans qu'on puisse avoir une transparence sur la réalité des financements qui sont donnés, puisque ça fait plusieurs années qu'on réclame une transparence sur les financements qui sont accordés par la région Grand Est à ces cultes reconnus, mais on n'arrive pas à avoir de transparence sur ces questions-là. Le préjudice des musulmans.
Ouais, le préjudice des Oui, musulmans, du coup. le préjudice des musulmans, si on voulait le chiffrer de manière très indirecte, eh bien, on prendrait la population. Étant donné que l'islam est la deuxième religion de France et la deuxième religion d'Alsace-Moselle, ça signifie qu'on est moins nombreux que les catholiques, mais plus nombreux que les protestants et plus nombreux que les israélites. Donc, étant donné que sur ces 300 millions d'euros, il y a grosso modo 150 millions d'euros, entre 150 et 160 millions d'euros qui sont destinés aux catholiques, on pourrait imaginer effectivement que les musulmans subissent un préjudice d'à peu près 100 millions d'euros, les musulmans d'Alsace-Moselle. Donc, devraient pouvoir prétendre à une subvention autour de 100 millions d'euros par année. Donc, ça veut dire que ces 10 dernières années, on a perdu 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. D'accord? Donc, c'est absolument colossal, effectivement. Et on se rend compte que le préjudice, il est maintenant palpable. Donc, je ne comprends pas, moi, pourquoi, moi qui irais, par exemple, faire le contrôle technique de ma voiture, je payerais 60 euros, et puis que monsieur Benoît, lui, il irait faire le contrôle technique de sa voiture, qui est la même que la mienne, et qui, lui, payerait seulement 30 euros. Voilà, donc ça, Ouais, effectivement, on sont entend des bien. violations du principe d'égalité entre les citoyens. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions qui doivent évoluer dans le temps. En 2017, 2016-2017, il y a eu une commission d'enquête qui a été demandée par l'Association des maires de France, qui a sollicité le Sénat pour enquêter sur la situation des maires de France et notamment leur rapport avec les musulmans et les revendications des musulmans en Alsace-Moselle. Et donc, les maires de France, les maires d'Alsace-Moselle ont clairement tiré la sonnette d'alarme en disant nous sommes en porte-à-faux vis-à-vis de la communauté musulmane. Il y a véritablement un danger juridique majeur si on laisse cette situation-là perdurer. Réponse à la suite de la commission d'enquête, réponse des sénateurs, aucune revendication ne nous est jamais remontée de la part de la communauté musulmane d'Alsace-Moselle. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, au lieu d'analyser le problème d'un point de vue juridique, ils ont analysé le problème d'un point de vue stratégique. Donc, la question, c'était uniquement pour eux celle du rapport de force. Eh bien, aujourd'hui, on est là justement pour revendiquer ces éléments qui n'étaient pas encore revendiqués en 2016-2017. Nous sommes là justement pour poser ce problème-là et puis pour faire valoir nos droits là-dessus. Et s'il faut aller au tribunal, on ira au tribunal. Le tribunal administratif de Strasbourg, on est d'accord. C'est ça, le tribunal administratif de Strasbourg, qui de toute façon sera assez difficile à convaincre. Mais la réalité, c'est que on est tout à fait en droit de revendiquer l'analyse de notre situation, l'analyse de notre situation, en l'occurrence, en tant que citoyens qui vivons en Alsace-Moselle et qui ne peuvent pas bénéficier des dispositions qui existent en Alsace-Moselle. Quand on vit théoriquement sur un territoire, on est soumis aux droits et aux devoirs qui ont cours sur ce territoire. Eh bien, les musulmans d'Alsace-Moselle vivent en Alsace-Moselle, mais ne bénéficient pas de tous les droits et de tous les devoirs qui ont cours en Alsace-Moselle, alors que ce sont des citoyens français réputés égaux à tous les autres citoyens. Le problème, c'est que le tribunal administratif de Strasbourg ne tient pas compte des questions d'égalité, puisqu'il n'est pas garant de la Constitution française en matière religieuse. En matière religieuse, lui ne connaît qu'une seule chose, c'est le concordat. D'accord. Alors, quelles Voilà. sont du coup nos perspectives et quelles solutions on pourrait trouver à ce Alors, problème? on a des armes juridiques tout à fait efficaces, tout à fait puissantes. Et il va falloir qu'on apprenne à les mettre en action. Et il faut simplement dire une chose, c'est que la question, elle est politico-juridique et que la solution sera politico-juridique. Donc, tant qu'on continuera à considérer qu'on n'est pas chez nous et qu'on n'a pas les mêmes droits que les autres et que c'est tout à fait normal, on ne pourra pas avancer. Je suis désolé, à partir du moment où mes impôts servent à coût de centaines de millions d'euros à construire, entretenir des églises, payer les salaires de prêtres, de rabbins, de curés,
et de je ne sais quoi, le réglage et l'entretien et la réfection des orgues des églises qui coûtent des sommes astronomiques. Je suis désolé, moi j'ai un problème. Je ne me pose jamais en tant que victime, mais en tant que citoyen. Et je me pose toujours les questions sur des points de droit. D'accord? Donc, il faut absolument que chacun d'entre nous puisse prendre conscience qu'il y a une évolution à faire et que si cette évolution n'est pas possible, au bas mot, il faudra mettre fin au concordat pour au moins ne plus subir le préjudice qu'on subit aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. On va donc passer aux questions des internautes. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, hein, évidemment, des questions en rapport avec le sujet. Quel concordat? Je vois sur le chat que vous nous avez posé énormément de questions. Et donc, on va essayer d'y répondre. On en prendra quelques-unes. On pourra malheureusement pas trop s'éterniser ce soir. Ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Donc, quelques questions. Et Najib ou Adil y répondront. Alors, nous avons une question de Christine Neylol. Mais en échange de ces énormes subventions, je suppose qu'ils doivent respecter certaines directives de l'État. Non, ils ne doivent pas avoir que des avantages. Alors, la première réponse, je voudrais la poser sous forme d'interrogation. Qui a uniquement des avantages dans n'importe quel pays du monde? Une organisation qui fait un traité et dans ce traité-là, il y a 100% d'avantages. Ça n'existe nulle part. Donc, le fait que l'État se pose des problèmes d'une manière sécuritaire, d'une manière sur des questions de rapport de force, c'est quelque chose qui est inhérent à la définition même d'un État. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions comme ça. Mais par contre, il y a des dispositions qui sont naturelles, qu'il est normal pour un État d'imposer pour des questions de sécurité. Et puis, il y en a qui sont d'ordre tout à fait qui sont tout à fait inappropriés. Notre travail à nous, ça sera justement d'être capable de négocier pour faire en sorte d'avoir les contrats les plus avantageux. Mais non, il n'existe pas que des avantages, je l'ai dit tout à l'heure, pour les catholiques, les protestants et les israélites. Il y a un certain nombre de devoirs, mais je ne crois pas qu'on puisse un jour signer un contrat entre deux parties où on est avantagé à 100%. Mais la question qu'il faut s'interroger aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on est avantagé et qu'il n'y a aucun inconvénient dans notre situation? Voilà. Donc, je laisserai le soin à la personne qui a posé cette question-là de se la poser. Très bien, merci beaucoup. Une question de Romain Tardieu qu'on salue. L'injustice de ce concordat fait aux musulmans n'illustre-t-elle pas, compte tenu de sa durée, le caractère profondément anti-musulman et islamophobe de notre pays? Alors, je n'ai pas de formation d'historien, mais la question de l'islamophobie en France est une question qui doit être traitée tôt ou tard, de manière rigoureuse, de manière technique, de manière vraiment objective. Mais moi, j'ai pas les outils, j'ai pas la formation nécessaire pour pouvoir vous dire de manière précise si la France est un pays islamophobe ou pas. La question de l'injustice portée par le Concordat, oui, c'est effectivement, c'est justement la motivation, le leitmotiv que porte notre combat sur cette question-là. C'est justement cette injustice. L'objectif numéro 1 de notre travail, c'est d'arriver à l'égalité de traitement entre les citoyens. Donc, il y a deux solutions. Soit on met tout le monde sur le même niveau et on réclame pour les musulmans les subventions qui sont les nôtres, soit il faudra mettre fin au concordat. Dans les deux cas, on aura l'égalité de traitement entre les citoyens. La question du concordat à proprement parler, à savoir si les musulmans en entrant dans le concordat, ils ne vont pas avoir trop d'inconvénients, eh bien, ça a été quasiment réglé ces dernières années par une décision de 2013 du Conseil d'État qui a déjà entériné
sur le plan constitutionnel que le concordat n'était pas extensible au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, la possibilité de faire rentrer les musulmans dans le concordat est de toute façon quelque chose qui va nécessiter à un moment ou à un autre une réforme constitutionnelle. Certainement, ça nécessitera une réforme constitutionnelle. Or, les revendications que nous portons actuellement sont des revendications urgentes qu'on est capable de porter devant les tribunaux et qui ne permettront pas de laisser le temps justement à une réforme constitutionnelle. Et à partir de là, les tribunaux qui prendraient des décisions seraient des décisions contraignantes dans un temps court. Et ça ne laisserait pas le temps justement à une réforme constitutionnelle. Et à partir de là, effectivement, ça nous donnerait la possibilité de négocier un certain nombre, des contrats qui sont beaucoup plus avantageux et beaucoup plus adaptés à l'époque dans laquelle on vit. Très bien, merci beaucoup. Question suivante. Pourquoi la population musulmane n'est-elle pas sensibilisée à ce sujet? Ce sujet a-t-il été traité dans les médias ou par les moyens de transmission d'informations au sein de la société? Alors, déjà, vous aurez remarqué que l'Alsace-Moselle est un petit territoire du Grand Est qui lui-même est un territoire parmi d'autres dans la France métropolitaine. Donc, ça veut dire que le reste de la population qui vit hors Alsace-Moselle n'a pas réellement de raison de s'intéresser à cette disposition locale. Donc, c'est une disposition locale, donc il n'y a pas de raison que les musulmans qui vivent sur le reste du territoire français, ou les non-musulmans d'ailleurs, s'intéressent à cette question-là. Maintenant, à l'intérieur du territoire d'Alsace-Moselle, bien oui, tout a été fait pendant des années pour nous dissuader de revendiquer un certain nombre de choses. Donc, la société alsacienne-mosellane a toujours été comment dire, concordataire depuis des siècles. Et c'est quelque chose avec lequel vous et moi, les gens qui vivons en Alsace-Moselle, avons grandi de manière tout à fait naturelle, exactement comme les Algériens des années 1930 ont toujours vécu sous colonisation française. Eh bien, vivre sous colonisation française en 1930, c'était peut-être quelque chose qui était dans l'air du temps, mais ça n'en faisait pas pour autant quelque chose d'acceptable. Eh bien, il faut remettre ça en cause. Il faut remettre en cause et mettre ça en perspective pour voir dans quel sens est-ce que ça respecte la Constitution française. Les violations sont patentes. Les violations en termes d'égalité devant les charges publiques, les violations en termes d'égalité des citoyens, les violations en termes d'interdiction de discriminer les gens sur la base de leur religion, eh bien, elles sont toutes passées sous silence en Alsace-Moselle. Il faut absolument remettre ça en question. Et effectivement, ça passera par une campagne de communication et de sensibilisation de la population pour justement l'informer en premier lieu du préjudice qui est subi. 100 millions d'euros. À titre indicatif, la grande mosquée de Metz, le projet de la grande mosquée de Metz, c'est 15 millions d'euros. Eh bien, l'Alsace-Moselle perd 100 millions d'euros par année. Donc, potentiellement, sur tout le territoire alsacien-mosellan, on pourrait potentiellement construire 7 mosquées par année. 7 grandes mosquées comme celle qui est prévue à Metz. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur du préjudice qui est subi par les musulmans de Alsace-Moselle. Et les besoins sont criants. On n'a pas d'école musulmane. On n'a pas d'école musulmane en contrat avec l'État. On n'a pas suffisamment de mosquées. On a quelques lieux de culte, comment dire, qui sont inadaptés, qui répondent pas forcément aux normes. Et d'ailleurs, c'est ce avec quoi les pouvoirs publics jouent souvent pour justifier les fermetures de lieux de culte. On a des besoins criants en termes de formation d'imams, et c'est d'ailleurs quelque chose avec lequel les pouvoirs publics jouent, parce qu'ils ne nous donnent pas les moyens de créer ces écoles, ils ne nous donnent pas le droit de créer ces écoles, ils ne nous donnent pas le droit de financer ces écoles avec de l'argent étranger, mais ils nous tombent dessus quand un imam ne respecterait pas, soi-disant, des principes républicains. Qui aurait enseigné ces principes républicains à cet imam?
Nul n'est censé ignorer la loi. Mais quelle loi? Qui a enseigné à ces imams-là les principes républicains? Donc, en fait, l'État se donne toujours le beau rôle, mais la réalité, c'est que c'est lui qui est le premier responsable de cette situation-là. Comme dans beaucoup d'autres domaines, l'État adore se défausser. Le gouvernement, les ministres, en particulier M. Darmanin et le président de la République, M. Macron, se défaussent complètement sur la communauté musulmane et ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Merci beaucoup pour cette réponse. Et effectivement, ce live est fait pour sensibiliser justement les gens et informer, car voilà, on a bien conscience que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment abordé et cette injustice, cette inégalité doit impérativement être, comment dire, être traitée, tout simplement. Alors, question suivante, Alex. Quel impact aura la loi séparatisme sur le Concordat? Alors déjà, j'ai envie de poser le problème un peu différemment. Si on avait pris les choses suffisamment tôt, je pense qu'on aurait posé la question plutôt quel impact aura le Concordat sur l'avenir de la loi séparatisme. Parce qu'en fait, le Concordat, c'est une verrue dans le pied du gouvernement. À l'heure actuelle, la situation des musulmans est absolument inexplicable, impossible à justifier du point de vue des pouvoirs publics. Donc, cette réalité-là, il faut absolument en tenir compte. Il faut absolument faire valoir les problématiques qui sont alimentées par l'existence du Concordat, notamment vis-à-vis des musulmans, parce qu'elles posent des problèmes majeurs. Elles posent des problèmes majeurs. En Alsace-Moselle, un problème concret qui a été posé, c'est celui de la subvention accordée au culte, au lieu de culte de Méligueluche à Strasbourg. Il y a une tradition qui a été toujours tenue par la mairie de Strasbourg depuis Catherine Trottmann et à l'époque en 99, 2000, 2001. C'est le principe de subventionner tous les cultes à hauteur de 10%. Et depuis ces années-là, depuis 99-2000, la mairie de Strasbourg s'est tenue à ce principe de subventionner tous les cultes, reconnus et non reconnus, à hauteur de 10% du coût objectif des projets portés par les différentes associations. Et notamment sur les grandes mosquées, les grands temples, les grandes pagodes. La mairie de Strasbourg s'est toujours tenue à ce principe. Et elle a continué à se tenir à ce principe lorsque la subvention de Miligueluche a été introduite, la demande de subvention a été introduite et qu'elle représentait 2 millions d'euros. Donc, la mairie de Strasbourg a continué à, sur sa lancée, sur ce principe qui me paraît être un principe équilibré, de financer. Et là, intervention, effectivement, du président de la République et du ministre de l'Intérieur pour essayer de bloquer cette subvention sur des bases assez troubles, pour des raisons assez troubles et fallacieuses. Donc, intervention du politique pour bloquer cette subvention. La problématique, c'est tout simplement qu'on remet en cause quelque chose qui marchait à peu près bien dans une localité pour justement empêcher le rattrapage du culte musulman, puisque la ville de Strasbourg était avant-gardiste sur cette question-là, et qu'elle était en train de montrer le chemin à toute l'Alsace-Moselle pour essayer justement de régler en partie, au moins dans la plus grande ville de l'agglomération, la problématique de l'inégalité de traitement entre les cultes reconnus et non reconnus. Donc, en fait, le système qui marchait très bien à Strasbourg et qui risquait de faire effectivement des émules dans tout le reste des 3 départements, eh bien, vient d'être cassé par le gouvernement, par Gérald Darmanin, qui avait déjà mis à mal le monde associatif auparavant. Donc, on se demande où ce monsieur-là compte emmener la France. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes à avoir. Donc, la question de la loi séparatisme, elle se posera de manière beaucoup plus acerbe sur tout le territoire français, mais de manière totalement édulcorée, en quelque sorte, en Alsace-Moselle. Donc, au contraire, ce n'est pas la loi séparatisme qui va influencer le Concordat, c'est plutôt le Concordat
qui a une influence sur la loi séparatisme et qui atténuera ses effets en Alsace-Moselle. Merci beaucoup pour cette réponse. Avons-nous d'autres questions? Oui. Alors, l'UDMF prévoit-il de revenir sur les lois anti-voile et comment? On sort du cadre du Concordat, peut-être que Najib pourra répondre à cette question. En fin de compte, ce qu'il faut vraiment comprendre, je pense qu'il y avait une des questions aussi qui rejoignait un petit peu cet état d'esprit par rapport à l'islamophobie ambiante. Alors c'est vrai que, en tout cas, on a aujourd'hui face à nous un gouvernement, mais aussi une classe politique qui clairement oscille à une certaine visibilité, à certains droits, on le voit, hein, c'est devenu carrément manifeste, en tout cas envers les Français de confession musulmane. L'exemple qu'a souligné Adil est parfaitement évocateur. Vous vous rappelez, lorsque la subvention accordée à la mosquée de Strasbourg a été montée en épingle par l'ensemble de l'exécutif pour dire, écoutez, il n'est pas concevable de donner plusieurs millions pour la construction d'une mosquée. Et là, effectivement, on voit bien que l'information, même l'information, puisque c'était aussi une des questions qui a été posée, l'information a été totalement biaisée. C'est-à-dire qu'au lieu d'expliquer ce régime très particulier qu'il y a aujourd'hui sur ce territoire-là, au lieu d'expliquer effectivement les différents recours qui ont été mis en place dès le début des années 2000, au lieu de montrer justement ce que la ville de Strasbourg a mis en place, donc à savoir financer à hauteur de 10% tous les cultes, eh ben, on a vraiment utilisé certains éléments de langage. Je me souviens par exemple de Marianne, de la ministre de l'égalité des femmes, qui expliquait que c'est plusieurs millions d'euros. Elle aurait préféré par exemple financer des crèches, des hôpitaux et autres. Et ça, c'est effectivement extrêmement hypocrite, parce que là, on est vraiment sur un hors-sujet total. C'est qu'effectivement, il y a une disposition qui est en place, qui n'est pas illégale totalement, mais tout simplement, on est en train d'utiliser vraiment une désinformation sur ce qui est en train de se passer pour s'attaquer en réalité, encore une fois, à des droits élémentaires. Et ça, effectivement, ça consiste non pas à parler uniquement d'un aspect islamophobe primaire, mais on voit bien qu'on est face à de l'islamophobie politique. Donc effectivement, la France et les Français ne sont pas islamophobes. Il s'agit de ne pas rentrer dans des cases très générales, mais de montrer effectivement qu'aujourd'hui, nous avons face à nous des hommes politiques, des partis politiques qui ont décidé tout simplement d'utiliser l'islamophobie comme unique projet politique pour éviter, encore une fois, de rendre des comptes à l'ensemble des Français. Donc on parle souvent, vous l'avez entendu ces dernières années, d'un certain élément de langage qui consiste à dire que face à nous, nous sommes face à une menace qui est celle de l'islam politique. En réalité, ceux qui utilisent ces éléments de langage s'attaquent en réalité à un autre projet politique qui est de faire de l'islamophobie politique. Leur seul fonds de commerce, en réalité, aujourd'hui, on le voit par rapport à ce projet de loi séparatisme, c'est effectivement celui de s'attaquer tout simplement à une certaine visibilité, à des droits élémentaires qui touchent tout un pan de la communauté républicaine. Et donc, face à ça, c'est vrai, toutes ces lois anti-voile qui sont en train de tous ces amendements qui sont en train de pleuvoir et qui accompagnent la vie des Français depuis maintenant plusieurs décennies, ça contribue d'abord à une chose, c'est de bouleverser considérablement les mentalités des Français. Rappelez-vous, avant les années 2000, cette question du voile n'était pas une préoccupation. Il n'y avait pas une diabolisation autour du foulard comme elle est aujourd'hui. Il faut savoir qu'effectivement, depuis les attentats de 2001, il y a eu effectivement une propagande mondiale pour montrer effectivement, en tout cas pour faire un raccourci entre le terrorisme et effectivement la religion musulmane. Ça a été tellement entretenu qu'aujourd'hui, depuis 2004, on l'avait expliqué dans le dernier live, régulièrement à chaque élection majeure de notre pays, on nous sort une nouvelle loi clairement pour s'attaquer à la visibilité des musulmans, principalement sur le foulard, sur le voile dans l'espace public. Et donc ça, effectivement, ça contribue à vraiment créer une vraie propagande et pour modifier les mentalités et les comportements des Français. Face à ça, il ne s'agit pas de pouvoir tout simplement revenir en arrière, il faut faire un travail de pédagogie pour réalimenter justement nos principes,
nos principes élémentaires qui sont des principes républicains basés sur la liberté. Je rappelle justement la laïcité. La laïcité, ce n'est pas un outil contre les religions, ce n'est pas un bouclier contre l'islam, c'est un outil pour lutter contre les inégalités et les discriminations. Donc le fait de se revendiquer d'abord comme citoyen, comme démocrate, comme musulman, avant tout, ce n'est pas antinomique, c'est parfaitement complémentaire. Et c'est même d'une évidence totale. Donc voilà pourquoi il faut vraiment faire d'abord un travail de pédagogie pour revitaliser les mentalités des Français avant de pouvoir proposer d'autres textes de loi qui seront là pour le coup en parfaite adéquation avec nos principes et nos valeurs républicaines. Alors, je me permets de rebondir aussi sur cette question de la loi sur le voile, sur la loi de 2004 et celle de 2010. Leur fondement juridique, c'est justement la loi de 1905. C'est-à-dire le fondement juridique du principe de laïcité, c'est la loi de 1905. Or, je me permets de vous rappeler qu'en Alsace-Moselle, la loi de 1905 n'existe pas. Question, quel est le fondement de l'application de la loi sur le voile en Alsace-Moselle? Réponse, aucun. À bon entendeur, Excusez-moi. ça veut dire que la remise en cause de la loi sur le voile en Alsace-Moselle est quelque chose de tout à fait aisé à faire reconnaître par les tribunaux. Maintenant, il reste à lancer la procédure. Eh bien, écoutez, si vous n'avez plus rien à ajouter, on prend peut-être une dernière question des internautes. Je suis désolée, j'ai eu quelques soucis de son. Est-ce qu'on a une dernière question? On aperçoit quelques-unes sur le chat. Très bien, on va terminer sur cette question. Voudriez-vous inclure l'islam dans le concordat? Étant donné qu'il n'y a pas de clergé en islam, comment feriez-vous? Eh bien, c'est une question en fait qui revient très souvent, mais elle marque déjà une méconnaissance de la réalité du concordat. L'entrée dans le concordat ne nécessite pas de clergé à proprement parler. Elle nécessite une hiérarchie, sans nécessairement avoir besoin de clergé. Donc cette critique-là m'a été faite par, je me souviens plus le nom comment dire, de l'archevêque de Rome qui a fait cette critique-là très récemment dans un journal, je crois que c'était dans le journal La Croix, où il disait les musulmans ne peuvent pas rentrer dans le concordat parce qu'ils n'ont pas de clergé. Mais la question n'est pas celle du clergé, c'est une manière détournée de nous rendre impossible cette évolution, mais ce n'est pas d'un clergé qu'on a besoin, c'est simplement d'une hiérarchie. Et la hiérarchie est quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup plus standard que la simple autorité religieuse. Donc, on met en place effectivement une autorité politique et à partir de là, on peut créer une structure qui sera à même de discuter avec les pouvoirs publics. Et par la suite, la deuxième étape, ça serait la création d'une fondation, d'une institution pérenne, régionale, qui serait en charge de recevoir les subventions publiques. Et je vous rappelle que les mosquées sont définies dans la loi française comme des constructions d'intérêt général, des projets d'intérêt général. Très bien. Eh bien, écoutez, en attendant d'en arriver à la création de cette fondation, il y a un long combat qui nous reste à être mené et vous pouvez compter sur le DMF pour mener justement ce combat-là contre une injustice, une inégalité fiscale, comme on vient de le voir et d'en parler pendant 1h20. Najib Bazergui, avez-vous un mot de la fin?
Oui, effectivement, il faut bien comprendre que c'est des sujets éminemment politiques qu'on a abordés ce soir. Et donc, cette conscientisation, aujourd'hui, il faut vraiment enfin, faut vraiment le voir et vraiment changer complètement nos comportements. Aujourd'hui, ce que nous constatons et ce que nous avons décrit aujourd'hui, ce n'est pas un problème purement religieux, on est loin de là, mais c'est un problème qui est évidemment politique. Et voilà pourquoi il faut une réponse politique. C'est le cœur, c'est l'ADN même de l'UDMF. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup eu de personnes qui parlent au nom de la République pour défendre les valeurs et les principes de la République, mais qui font finalement tout l'inverse. Donc aujourd'hui, il va falloir effectivement être une force de proposition, mais vraiment créer, et c'est ce qu'on a beaucoup, sur lequel on a beaucoup insisté ce soir, il faut vraiment créer un rapport de force. Et donc j'invite encore une fois toutes celles et ceux qui se sentent représentés autour de cette proposition, celle qui est portée aujourd'hui par l'UDMF, au travers des différentes personnalités et des différents courants qui sont au sein de l'UDMF, de rejoindre ce mouvement-là, déjà pour l'enrichir, et pour justement apporter des vraies solutions concrètes sur tous ces principes qu'on vient d'évoquer, qui est des principes d'égalité que la République aime justement mettre en avant. D'accord, merci beaucoup Adil. Un dernier mot. On n'est pas contre le concordat, on est d'accord, hein, on est pour une égalité. Qu'est-ce que vous aimeriez dire avant de conclure ce live? Que notre combat, nous, il est pour l'égalité de traitement entre les citoyens. Le concordat, soit on a les mêmes avantages que les autres, et puis le concordat pour nous sera acceptable, soit c'est pas le cas. Et dans ce cas-là, on n'aura aucun problème à demander la fin du concordat, comme le demandent un certain nombre d'autres partis politiques. Notre préoccupation à nous, c'est que le citoyen musulman puisse vivre sa citoyenneté de manière pleine et entière et qu'on ne soit pas considéré comme des citoyens de seconde zone. Non, mais comment accepter que moi, vous qui êtes musulman, vous soyez qualifié de non reconnu? Nous sommes un culte non reconnu en Alsace-Moselle. Moi, j'ai un problème avec cette dénomination. Je ne suis pas membre d'une communauté non reconnue. On est membre d'une communauté qui n'a pas honte de ce qu'elle est, qui est fière de ce qu'elle est et qui ose réclamer les mêmes droits que les autres. Si des cloches sonnent pour des raisons religieuses, alors des appels à la prière doivent retentir pour des raisons religieuses. C'est aussi simple que ça. Même droit, même devoir. On est tous les citoyens d'une même nation. Et le dernier mot que je dirais, vive la France qu'on est en train de construire aujourd'hui ensemble. Très bien, bah parfait, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à ce live. Merci à tous les internautes qui ont posé des questions. Nous espérons avoir répondu en tout cas à la plupart d'entre elles. Et donc nous vous souhaitons une très belle soirée et à très bientôt pour un prochain live de l'UDMF. À bientôt, au revoir.